C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, une question. Que risque l'ex-lieutenant, colonel Pierre-Henri Damiba, l'ex-putschiste, a été arrêté puis expulsé du Togo vers son pays, le Burkina Faso. Nous y reviendrons dès le début de ce journal avec notre correspondant régional Serge Daniel. La famille de l'ex-premier ministre congolais Patrice Lumumba s'est déplacée ce mardi à Bruxelles. Objectif, être présente lors d'une audience judiciaire cruciale pour l'ouverture d'un procès sur l'assassinat du Premier ministre assassiné en 61 avec la complicité de l'État belge. Nous serons à Bruxelles dans ce journal. Enfin, la parade des Lions de la Teranga, de retour à Dakar. Les joueurs sénégalais ont été accueillis comme des héros après leur victoire de la CAN ce dimanche au Maroc. Ils ont été reçus par le président Diomaye Faye. Ambiance à Dakar à la fin de cette édition. Au Burkina Faso, l'ancien président de la transition, l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a été extradé du Togo vers son pays natal. Il y est accusé d'être le cerveau de plusieurs tentatives de putsch, selon les autorités togolaises. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite notre correspondant régional Serge Daniel. Serge, bonsoir. Paul-Henri Damiba a fini par être expulsé par les autorités togolaises. Oui, tout à fait. Il a fini par être expulsé par les autorités togolaises. C'est la fin d'un feuilleton qui dure depuis plus de 2 ans. Depuis plus de 2 ans, le gouvernement du Burkina Faso réclamait l'extradition de Paul-Henri Damiba. Le Burkina estimait qu'il a tenté au moins 3 fois de déstabiliser le pays. Ça n'a pas été facile parce que les premières fois, le gouvernement togolais a résisté en demandant des preuves. Et finalement, c'est un Damiba qui a été livré aux autorités burkinabées après donc cette demande d'extradition du Togo. Alors Serge, on sait-on davantage sur les circonstances de son arrestation et surtout que risque-t-il désormais au Burkina Faso ? De son arrestation, il y a au moins 3 temps forts. L'un des temps forts, c'est lorsque des hommes cagoulés et des hommes non cagoulés se sont présentés à son domicile pour l'arrêter. On sait aujourd'hui que parmi les hommes cagoulés et les hommes non cagoulés, il y avait des agents de renseignement de services de sécurité du Burkina Faso et ceux du Togo. Autre temps fort, ça a été le tribunal. Le tribunal, ça a été vite, ça s'est rapidement passé. Selon un témoin de ses proches, justement, le tribunal a décidé de le poursuivre pour crime. Pour détournement de deniers publics et incitation notamment à la commission de délits et de crimes. Donc c'est important. Ensuite, il y a eu son départ. Son départ, ça s'est vite passé. Il a quitté son épouse. En quittant son épouse, il n'a pas même pu lui dire « reste fort, sois fort ». Ils ont décidé de m'emmener en plus. Et pour terminer, c'est un avion quand même militaire, d'après nos informations, qui est venu le chercher. Peut-être même que le patron des renseignements du Burkina était à bord de cet avion. Maintenant, qu'est-ce qui risque au Burkina? Il risque lourd parce que les accusations sont des accusations lourdes. Vous savez que récemment, le Burkina a réintroduit dans son arsenal judiciaire la peine de mort, la peine capitale. Même si dans un communiqué officiel, le gouvernement togolais dit qu'il a reçu l'assurance que cette peine de mort ne sera pas appliquée, il risque quand même lourd. On parle à Ouaga, les juristes, les avocats parlent de 20 ans, au moins 20 ans de prison s'il est reconnu, bien sûr, coupable. Mais ses proches en réclament un procès, cette fois-ci, équitable et que son avocat puisse avoir droit à le rencontrer assez rapidement. Merci beaucoup Serge Daniel pour tous ces détails et pour ce décryptage. Vous êtes notre correspondant dans la région du Sahel. Merci beaucoup. Et au Niger, dans l'ouest du pays, près de la zone des 3 frontières, une attaque ciblant des civils a fait au moins 31 morts dimanche. La région de Tillabéri, proche du Mali et du Burkina Faso, est un foyer actif des groupes djihadistes au Sahel. En 2025, au moins 2000 personnes y ont été tuées dans la zone, selon une ONG. On en vient au regret des forces de soutien rapide soudanaises ce lundi. Ils font suite à des affrontements avec les troupes tchadiennes à la frontière. Le Tchad avait annoncé 3 jours après la mort de 7 de ses soldats. Au cours de cet incident, les FSR ont indiqué que ces accrochages étaient incontrôlés. La correspondance de Harold Girard.
Lundi, le groupe rebelle soudanais, les forces de soutien rapide se sont excusées auprès des autorités tchadiennes et ont affirmé qu'elles poursuivaient une unité de la force tchado-soudanaise, la force conjointe, habituellement basée au Darfour, du côté soudanais de la frontière, et acquise à la cause du pouvoir central soudanais du général Al-Bourhan, ce même général que les FSR combattent depuis près de 3 ans de guerre. Toujours selon les FSR, c'est lors de cette poursuite que leurs combattants sont accidentés selon eux, rentrés en conflit avec des soldats tchadiens stationnés à proximité de la frontière entre les deux pays. Une confusion largement anticipée par plusieurs observateurs internationaux depuis le début de la guerre au Soudan, puisque les belligérants impliqués dans ce conflit côté soudanais profitent régulièrement de la porosité de la frontière entre les deux pays pour se réfugier du côté tchadien quand ils sont poursuivis par leurs assaillants. Une guerre qui a donc commencé en 2023 au Soudan, mais qui n'a jamais aussi régulièrement débordé sur le sol tchadien vis-à-vis de ces dernières semaines. Justement, fin décembre, une attaque au drone d'un camp militaire de l'armée tchadienne a laissé 2 morts dans les rangs de cette armée tchadienne, justement. Cette fois-ci, le gouvernement n'a pas souhaité désigner de responsable. Cette audience judiciaire cruciale qui doit déterminer la tenue d'un procès à Bruxelles dans l'affaire de l'assassinat de Patrice Lumumba. L'ancien Premier ministre congolais a été assassiné en 1961 avec la complicité de l'État belge. La justice belge s'est réunie pour délibérer sur la responsabilité d'Étienne Davignon, 93 ans, ancien ministre d'État, seul suspect encore en vie dans cette enquête. La famille Lumumba était présente. La décision sera rendue le 17 mars prochain. Le compte-rendu à Bruxelles de Pierre Benassé. L'audience à huis clos ce mardi de la chambre du Conseil du tribunal de Bruxelles a d'abord acté la fin d'une enquête ouverte en 2011, il y a 15 ans. Les avocats d'Étienne Davignon ont ensuite affirmé que les faits étaient prescrits. Faux, selon les avocats de la famille Lumumba. Il a participé à une entreprise criminelle commune, ce qui constitue un crime de guerre. Ce qui est important quand on qualifie de crime de guerre, c'est que ça devient un crime international imprescriptible. Et donc il faut d'abord dire « Ah mais c'est un crime de guerre », comment on définit ça? On dit « Ah ben il y avait un conflit armé, il y avait une guerre à l'époque ». Et c'est ça qui était un petit peu gardé sous le tapis. On disait « Non, c'est pas vraiment une guerre, c'est une ancienne puissance coloniale qui va aider ses ressortissants ». Mais en fait non. Quand on regarde ça avec les yeux d'aujourd'hui et les acquis du droit international public d'aujourd'hui, c'était une guerre et donc c'est un crime de guerre. Pour les enfants et les petits-enfants de Patrice Lumumba, l'espoir est maintenant que la justice belge puisse un jour établir les responsabilités de chacun afin de les inscrire dans les livres d'histoire en Europe et en Afrique. J'estime que pour savoir là où on va aller, on doit savoir d'où on vient. Et d'où on vient, c'est nos ancêtres, c'est l'histoire. Et parmi cette histoire, il y a Lumumba, donc notre grand-père, qui l'a écrit en partie. Je dirais qu'elle n'est jamais assez connue tant que je demande à n'importe qui dans la rue s'il la connaît et qu'il me répond non. Le but, c'est qu'elle soit diffusée au maximum de personnes dans ce monde, qu'elle ne s'oublie pas, parce que c'est en s'imprégnant de ce genre de personnes, de ce genre de combat, que selon moi, qu'on rend le monde meilleur. La parole est maintenant à la justice. La Chambre du Conseil doit décider d'ici le 17 mars s'il pourrait y avoir un jour un procès en correctionnel à l'encontre d'Étienne Davignon, 65 ans après la mort de Patrice Lumumba. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, ces intempéries en Tunisie, 4 personnes sont mortes dans des inondations provoquées par des pluies records. Un responsable a parlé ce mardi de situations critiques dans certains gouvernorats. De nombreuses écoles ont été fermées, notamment à Tunis, la capitale. Le Maroc va rejoindre le Conseil de la paix de Donald Trump en tant que membre fondateur. Le roi du Maroc a accepté l'invitation du président américain Donald Trump. Mohamed VI a salué, je cite, l'engagement et la vision du président Trump pour la promotion de la paix. La crise du cacao en Côte d'Ivoire, l'État ivoirien vient à la rescousse des producteurs. Les autorités ont annoncé l'achat de l'entièreté des immenses volumes de cacao qui s'entassent dans les coopératives du pays pour permettre aux producteurs d'être enfin payés. Cette ambiance survoltée à Dakar, les joueurs de l'équipe de football sénégalais, sacrés champions d'Afrique dimanche au Maroc, ont effectué leur parade triomphale au milieu d'une foule de supporters en joie. Les Lions de la Teranga sont en ce moment reçus par le président Bassirou Diomaye Faye. Les précisions de notre correspondant Elie Mandao.
c'est bien évidemment un accueil triomphal qui a été réservé à l'équipe nationale du Sénégal, qui a paradé un bus impérial dans les rues de Dakar, une parade qui a duré de longues heures avant l'arrivée au palais de la République. L'équipe nationale du Sénégal suivie par une foule de passionnés, une foule fière d'avoir remporté cette deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Je vous propose d'écouter les supporters sénégalais qui ont été nombreux, des centaines de milliers, sur le parcours de l'équipe nationale du Sénégal. Je suis dehors depuis 7 h du matin en train de rouler sans cesse, rien que pour voir Sadio Mané. On est allé chercher les joueurs à 8 heures précises, on les a suivis sur l'autoroute, on vient de très loin de la banlieue pour les accompagner. On les attendait impatiemment, les jeunes n'ont pas dormi hier, avant-hier pareil, et le jour d'avant aussi. On est trop contents. Nous sommes vraiment contents, nous sommes ici pour accueillir nos Lions, parce qu'ils nous ont rendu fiers. Allez les Lions! Les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal de football ont été par la suite reçus par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui leur a manifesté les honneurs de la nation. On part au Kenya à présent où des infirmières circulent à moto, traquent les femmes enceintes pour les aider à se déplacer en urgence et pouvoir accoucher à l'hôpital. Les détails avec Laurent Berstécher. Toutes vêtues de rose, elles arpentent les sentiers de la campagne kenyane dans un vrombissement de moteurs. Ce groupe de bikeuses, surnommé les Boda Girls, ne sont pas de simples amatrices de moto, mais également des infirmières certifiées. Leur mission, assurer l'accès aux soins aux femmes enceintes de la région. Un jour, une cliente m'a appelée à 6 h du matin. Elle avait déjà perdu les os. Quand je l'ai amenée à l'hôpital, elle s'agrippait à moi. C'était difficile de conduire. Mais Dieu merci, nous sommes arrivés à temps et elle a pu accoucher sur place. L'initiative a été lancée en 2022 pour répondre à un besoin essentiel dans ces zones reculées de l'Ouest kényan. L'accès au transport est un enjeu majeur pour la santé des femmes, surtout dans les zones rurales où la distance et le coût entravent l'accès aux soins. Selon l'UNICEF, des milliers de femmes enceintes et de nouveau-nés meurent chaque année au Kenya de complications postpartum, des décès évitables que les Boda Girls espèrent aujourd'hui minimiser en offrant un moyen de transport ponctuel et gratuit vers l'hôpital. Ça a toujours été difficile de me rendre à la clinique. Je ratais souvent mes rendez-vous, mais aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus simple. Je préviens une des infirmières et elle vient me chercher en moto le jour J. Le programme commence déjà à porter ses fruits. Les soignants de la clinique Mati Babou affirment que les accouchements à l'hôpital ont augmenté de 67% depuis le lancement de l'initiative. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. On va se quitter en images avec ces festivités à Dakar après la parade triomphale des Lions de la Teranga après leur victoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont reçus par le président Bassirou Diomaye Faye en ce moment même. Voilà les images de fête à Dakar. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.